Salut et bienvenue sur ce tutoriel. Donc, je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, un petit peu de théorie. Je vais te montrer comment fonctionne un véhicule électrique. Donc, je vais m'appuyer sur ce Renault Zoé. On va voir un peu les pièces principales, où elles sont situées sur le véhicule. Je te montrerai avec l'appareil de Diag ce qu'on peut faire ou ne pas faire, justement. Et puis, je te montrerai comment consigner, mettre en sécurité le véhicule. Donc, ce qu'on appelle consigner une Zoé en tous les cas. Et puis après, la déconsigner, donc la remettre en ordre de marche. C'est parti. Alors, une voiture électrique, si je la schématise, on va faire un carré avec les 4 roues. Une voiture électrique, donc tu vas avoir une batterie. Ok. Cette batterie, elle va avoir un ensemble d'éléments qui vont être reliés entre eux. Chaque élément, c'est un plus et un moins, c'est des petites batteries, et en fait, on va les brancher en série, tu vois, avec des barrettes, et tout ça, branché en série, on va faire par exemple du 400 volts, d'accord? Donc chaque véhicule électrique a une tension en fait spécifique en fonction des marques, des modèles, etc. Donc ça, c'est pour la batterie. Ensuite, on va avoir un moteur électrique, donc type alternatif, enfin, on verra un petit peu ça. Au niveau du moteur électrique, on va avoir une partie qui s'appelle un réducteur. Le réducteur, c'est lui qui va entraîner les cardans, pour sortir des roues, si c'est une traction comme la Zoé par exemple. Donc moteur électrique réducteur. On va avoir besoin aussi de convertisseurs de courant, ça c'est très important. On va avoir besoin d'une batterie 12 volts, avec son plus et son moins, tu vois, comme d'hab. Et on va avoir besoin d'une prise de charge. Prise de charge donc pour brancher soit à la maison, soit avec un chargeur, etc. etc. Donc ça, c'est les éléments principaux au niveau de la voiture électrique. Je te représente pas, il y a aussi un système de régulation de température. La batterie, le moteur, le convertisseur, tout ça en fait c'est régulé, c'est pas forcément que refroidi. Donc c'est une régulation de température. Donc en fait, si l'été il fait très chaud, tu vas avoir la clim qui va se mettre en route automatiquement pour refroidir tout ça. Si c'est l'hiver, en fait, tu vas avoir un système de chauffage. Donc soit c'est une résistance, soit c'est une pompe à chaleur. Mais en tous les cas, voilà, il y a un système qui est mis en place, même si tu ne demandes pas de chauffage, même si tu ne demandes pas de clim, qui est mis en place pour réguler la température des éléments. D'ailleurs, si on reste là-dessus sur le refroidissement, la température, on est entre 15 et 35 degrés, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une température extérieure entre 15 et 35 degrés, normalement, c'est là où les systèmes de pompe à chaleur, de clim réversible et tout, vont pas forcément se mettre en route. Donc c'est là où tu vas avoir la plus grosse autonomie. Si il fait froid, c'est comme tout, c'est comme ton téléphone. S'il fait froid, en fait, à moins 5, tu sens qu'il marche moins. Donc là, ça serait exactement pareil. Donc on aurait des performances qui seraient réduites. Donc c'est pour ça qu'on va chauffer le véhicule. Et à l'inverse, en fait, pour pas que ça monte trop en température, parce que le moteur électrique, la batterie, etc., tout ça va faire des calories. Et pour pas que ça monte trop, en fait, l'été, si tu roules, tac, la climatisation, elle se met en route toute seule, mais que pour la partie qui est intéressante. Et donc, ça va réguler. Donc voilà, l'autonomie, tu l'as principalement quand ta plage de température extérieure, elle est entre 15 et 35 degrés. Après, ça vient varier un petit peu. Et le pire, c'est l'hiver, si tu mets du chauffage. Là, c'est ce qui est le plus énergivore, en tous les cas, par rapport à ta batterie. Si on reste sur la batterie, donc, comme je t'ai dit, c'est une succession d'éléments de quelques volts. Une batterie, si tu veux préserver en fait la capacité maximale d'une batterie, il faut que ta charge soit comprise entre 20 et 80%. D'accord? Ça, c'est valable également pour ton téléphone, pour toute batterie en fait au lithium. Tu vois, pour l'instant, c'est du lithium. En fait, si tu descends en dessous des 20, ça va l'abîmer, on va dire, de 0 à 20, tu vois, et ensuite 80, pareil, si tu la charges à 100%, ça sera pas très bon. Donc voilà, on conseille aujourd'hui de charger entre 20 et 80% en plage d'utilisation. Après, tu fais comme tu peux. C'est sûr, si tu dois faire un gros trajet, etc., ça va voir. Mais ton téléphone, c'est exactement pareil. Pourquoi on dit que c'est pas bon de le faire charger tout le temps à fond? Tout simplement parce que s'il est toujours à 100%, ça abîme en fait ta batterie. Et la batterie, je le rappelle, c'est un stockage, on va dire, d'électrons. Les électrons, ils vont passer d'une anode à une cathode. Et donc, en fait, s'il reste plus rien d'un côté ou plus rien de l'autre, ça va forcément impacter dessus. Et donc ça, c'est normal de perdre un petit peu de capacité chaque année, mais si franchement, même ton téléphone, si tu fais 20-80, tu préserves sincèrement la vie de ton téléphone. Alors, je sais pas sur les autres téléphones, mais moi, je suis sur un iPhone. Les iPhones, par exemple, tu peux brider à 80% aujourd'hui la charge maximale. Tu vois, donc c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça. Au niveau d'une pièce maîtresse, le convertisseur, donc en fait, lui, il est principal. Pourquoi? Parce que ta batterie, donc elle va être en courant continu.
comme encore une fois ton téléphone. Donc si on prenait la tension, on serait en courant continu. Sauf que si on charge par exemple avec une prise, on va être en courant alternatif, tu vois, en AC, alternative current, donc de 230 volts, ce qui est aujourd'hui distribué par EDF, tu vois. Donc en fait, on va avoir dans le convertisseur 3 convertisseurs. Donc il va falloir déjà convertir le courant alternatif en courant continu. Et donc c'est le premier convertisseur, c'est un AC-DC, comme le groupe de rock, tu vois. Donc alternative current et direct current. Direct current, c'est la tension continue, tu vois. Donc ça, c'est le premier convertisseur. Quand tu vas charger, crac, ça va en fait venir par le convertisseur, tu vois. Ça vient ça, et là, tu viens en direct charger ta batterie. Ensuite, cette batterie-là, pour alimenter le moteur électrique, eh bien en fait, le moteur électrique, lui, il va marcher en alternatif, en triphasé alternatif. Donc, du coup, il va falloir reconvertir un coup. Donc, tu vas avoir un convertisseur DC, tu vois, AC. Donc là, ça part d'ici, tac, et il vient alimenter avec les gros câbles orange le moteur électrique, tu vois. DC-AC, donc, pour avoir transformé l'énergie continue en énergie alternative, en courant alternatif. Et enfin, tu vas avoir quelque chose qui va recharger aussi ta batterie, 12 volts, donc là qui est plus petit, mais c'est un convertisseur DC-DC, donc puisque en fait tout ton réseau de bord, phare, essuie-glace, autoradio, etc., ça marche en 12 volts, et là il n'y a pas d'alternateur qui va recharger ça, donc en fait tu vas utiliser une partie de l'énergie de la batterie pour recharger. Mais sauf que là, si tu as du 400 volts et là du 12 volts, tu passes par un convertisseur, donc DC-DC. Ok, donc ça, c'est les 3 types de convertisseurs qui sont intégrés en fait là-dedans. Et donc ça, c'est vraiment une pièce très importante. Si on s'attarde un petit peu sur la charge maintenant, ça c'est important. Donc une charge d'une voiture électrique, tu vas avoir déjà une prise qui est normalisée aujourd'hui en Europe. En tous les cas, c'est une prise de type 2. Tu vois, type 2, donc tu as 2 petits comme ça, 3 et 2. Ok, donc ça, type 2. Ok. Si on va un peu dans le détail, là, c'est 2 petits fils, PP et CP, ça s'appelle. C'est juste pour dialoguer en fait avec ta borne de recharge. Le calculateur qui va gérer justement tout ce qui est charge batterie et tout, en fait, c'est un fil de sécurité. Tu vois, 2 fils de sécurité pour dialoguer avec ta borne de recharge et dialoguer avec ton calculateur. Donc ça, c'est 2 fils de sécu. Ici, les 3 là, ça va être les 3 phases. Tu vois, quand tu charges en triphasé. Ici, il va y avoir un fil de terre, et ici, donc, c'est le neutre, tu vois. Donc, si tu es en monophasé, en gros, tu vas utiliser ça et ça. Si tu es en triphasé, tu vas utiliser ça et ça, tu vois, ça dépend un petit peu. Donc ça, c'est un type 2. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle le combo CCS, donc CCS, d'accord, où tu vas avoir encore 2 gros en bas là-bas. Et ça va être pour recharger directement, en fait, en continu, tu vois. Donc, suivant ton chargeur, en fait, ta charge, et le véhicule, c'est ça qui est beau, il va réussir à s'adapter. En fait, si tu prends une prise classique, tu vois, ça va être du 10 ampères. Donc ça, en fait, ça va te charger à 2,3 kW. Ok, donc ça, c'est la plus petite recharge. À 2,3 kW. Ensuite, tu vas avoir des prises de type Green Up, ça s'appelle. Donc là, tu vas pouvoir recharger en 3,7 kW. Là, ça va un peu accélérer. Et après, là, comme ça, en courant alternatif, tu peux monter. Tu as des bornes de recharge rapide en fait en 11 kg, que tu peux mettre chez toi, et en 22. D'accord? Donc ça, c'est sur le spécifique. Par contre, 11 kg, c'est en monophasé, 22, c'est en triphasé, tu vois, donc c'est pas forcément toutes les installations électriques domestiques qui les ont. Donc voilà, toi à la maison, si tu as du monophasé, maxi, tu vas pouvoir charger à 11 kW, ce qui est déjà pas mal. Tu vois, si ta batterie, en fait, c'est un calcul mathématique. Si ta batterie, par exemple, elle ferait, donc une batterie, ça s'exprime en kilowattheure, une capacité. Si ta batterie, elle fait 44 kWh, d'accord? Eh bien, si tu charges à 11 kW, tu vas mettre 4 heures, tu vois, à la recharger complètement. En théorie, parce que tu as des cycles d'accélération, etc. Mais tu vois, dans le principe, 11 kW, eh bien, en 4 heures, tu vois, tu vas pouvoir charger ta 44 kW. Si tu es que à 2,3, tu vois, il va à peu près, alors à la louche comme ça, au feeling, il faut à peu près 20 heures, tu vois, de recharge. Si tu fais 2,3 fois 18, 20, machin, ça doit être à peu près à 44. Donc du coup, tu dois avoir à peu près 20 heures de recharge. Donc en fait, ça s'additionne tout simplement comme ça. Imagine, tu rechargerais à 44 kW, tu mettrais 1 heure à recharger. 88, une demi-heure, tu vois. Donc d'où l'intérêt de monter si tu veux accélérer un peu la charge. Ensuite, en courant donc continu, comme ça, c'est ce qu'on appelle les superchargeurs. Là aujourd'hui, sur les autoroutes, tu peux monter jusqu'à 350 kW, tu vois, donc c'est monstrueux. Par contre,
pas tous les véhicules vont l'accepter. Donc encore une fois, c'est ton véhicule qui va brider volontairement. Tu vois, imagine la Zoé là, tu aurais 22 kW, et ben en fait tu vas charger qu'à 11 kW parce que le véhicule il est prévu pour en fait. Ok. Les 450 kW, c'est vraiment des gros véhicules électriques aujourd'hui qui sont alimentés sous 800 volts, tu vois, donc pour vraiment faciliter les recharges rapides. D'accord, mais voilà. Donc ça, ça s'appelle un combo CCS. Voilà, c'est un peu le truc normalisé pour les gros, enfin ceux qui ont des capacités un peu importantes. Ou sinon, tu as à l'ancienne que la type 2, ça s'appelle que ça. Donc là, tu vois, ça c'est une batterie d'hybride. Et tu vois, donc les modules, ils sont, voilà, ils s'enlèvent. C'est une succession de modules. Et après, tu as des barrettes en fait qui font plus-moins à chaque fois. Et donc, tu as un montage en série comme ça. Aujourd'hui, ça, on est capable de le recycler aussi. Tu vois. Donc, en fait, on peut réparer aujourd'hui une batterie. On ouvre la batterie, on enlève le module qui est défectueux et on arrive aujourd'hui à le recycler. Alors, quand on ouvre le capot de la Zoé ou n'importe quelle voiture électrique, voilà, après, ça dépend un petit peu, mais donc on retrouve, tu vois, notre batterie 12 volts ici. Donc là, on a le système de ventilation qui va servir à refroidir le convertisseur, mais c'est spécifique à ce moteur Zoé. Là, tous les câbles orange, donc le câble orange égale haute tension, égale donc faire très attention lorsqu'on intervient. Alors, même si le système il est protégé, mais dans tous les cas, il faut faire super gaffe, tu vois, à tout ça. Donc ici, on va retrouver en dessus, là, tu vois, le convertisseur, les convertisseurs de courant. Donc c'est toute cette pièce-là. Le moteur électrique est dessous, on le voit pas forcément. Là-bas derrière, on va retrouver une pompe à vide. On va retrouver en fait des éléments, tu vois, pompe à vide, compresseur de clim, etc. Des éléments en fait qui fonctionnent avec justement la haute tension pour pallier en fait à le fait qu'il n'y ait pas de courroie d'accessoires pour entraîner un compresseur de clim, le fait qu'il n'y ait pas de dépression pour faire la pompe à vide. Donc tout ça c'est électrique et alimenté donc sous haute tension. Le véhicule, on se retrouve ici, on a le moteur électrique, tu vois, ici le convertisseur donc sur le côté de courant, ici le couple donc le réducteur, tu vois, on dirait une boîte de vitesse grosso modo, et après les cardans en fait elles arrivent comme d'hab quoi. Ici la pompe à eau électrique pour entraîner le liquide, et dessous donc tu vois tu as la grosse batterie de 400 volts tac, qui fait partie intégrante encore une fois du plancher, tu vois. Donc là tu vois sur ton moteur, donc celui-là c'est un Renault, un moteur Renault, sinon tu as le Continental mais celui-là c'est bien le Renault. Donc ici on va retrouver en fait, alors il va être de l'autre côté tu vois avec une belle animation à la SolidWorks. Donc moteur, ici ça va être tout ce qui est donc convertisseur de courant. Tu vois, les trois convertisseurs, ils sont intégrés là-dedans. On voit à chaque fois avec le système de refroidissement, tu vois, les entrées. Donc là, ici, le couple réducteur, tu vois, avec les cardans, en fait, qui sont mises dedans. Une espèce de boîte de vitesse, tu vois. Donc le réducteur, tu vois, ici, là. Voilà, comment il marche, celui-là de réducteur, tu vois. Tac, si j'enlève ça. En fait, c'est tout simplement une cascade de pignons avec voilà, des calculs de transmission qui sont faits, pignon menant sur pignon mené. Ici, si on vient bien, donc on retrouve notre différentiel. On a une cascade de pignons, tu vois, le moteur électrique, il arrive ici, donc il va tourner, et là, tu as une réduction qui est faite. Cette réduction, en général, grosso modo, tu vois, sur la Zoé, c'est 9, il tourne 9 fois plus vite le moteur électrique que le différentiel, tu vois. Pourquoi en fait ça va nous servir à deux choses, le fait de réduire en fait la vitesse, parce que un moteur électrique il peut prendre par exemple 20 000, 30 000 tours minute, donc c'est énorme. Et par contre ici nous on veut pas forcément des vitesses de fou en termes de vitesse véhicule. Donc en fait le fait de réduire du coup la vitesse permet d'augmenter en fait le couple. C'est pour ça que c'est là par exemple la 220 Nm de couple, donc c'est assez important. Et en fait, ce qui est bien avec l'avantage de l'électrique, c'est que ce couple, tu l'as tout de suite et tu l'as tout le temps. Un moteur électrique, il a 95% de rendement à peu près. Donc, du coup, c'est énorme de ce que tu partes jusqu'à ce qu'il atteigne sa vitesse max. En fait, tu vas avoir un couple qui est vraiment constant sur le véhicule. Et donc voilà. Si on n'avait pas de réducteur, on aurait des véhicules beaucoup moins coupleux, donc peut-être pas forcément utilisables, et par contre qui iraient très vite. Donc c'est pour ça qu'un véhicule, tu mets ça. Et en fait, tu as une vitesse max qui est pas énorme parce qu'il y a ce couple réducteur qui est mis en place. Voilà. Donc là, si on arrive sur la partie moteur électrique, ici en fait on a un moteur électrique donc triphasé type. Alors celui-là, c'est pas un aimant permanent, tu vois, parce qu'il a des balais. Soit tu as des véhicules à aimant permanent, soit tu as des moteurs comme ça avec balais, donc avec un électroaimant. Mais le principe est toujours le même, c'est un stator et un rotor, et ça va être de l'alternative triphasé, tu vois, qui va alimenter ton moteur électrique.
Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est la même chose qu'un démarreur. Alors là, on est sur l'alternatif, mais vraiment, c'est un stator en rotor comme tout moteur électrique, hein, voilà, sur n'importe quel véhicule. Donc là, si je me retrouve dans le véhicule, tu vois, j'ai pris l'appareil de Diag, et dans ce qu'on appelle un calculateur BMS, hein, c'est le boîtier qui va gérer les tensions, tu vois, on retrouve les tensions des cellules, tu vois, donc qui sont en fait de donc 3890 millivolts, et donc en gros, c'est des petites cellules de 4 volts, tu vois. Et du coup, en fait, donc tu as toutes tes cellules. Voilà, tu peux prendre la tension en fait de toutes ces cellules-là, tu vois. Donc il y en a 100 hein, si tu sais compter. Et tu vois, on arrive à communiquer en fait avec l'ensemble des cellules, ce qui fait que, imaginons ta batterie elle serait défectueuse, donc tu peux très bien dire bah, c'est la cellule 41, tu vois, qui est défectueuse, etc. Et donc ça, après, on est aujourd'hui capable de le changer. Donc là, tu vois, tu as la température des différents blocs de cellules. Donc là, je vais passer vite fait hein, sur toutes les cellules, mais voilà, on a les 100 cellules ici qui sont présentes, avec à chaque fois les températures. Jeu de barre de tension ici, ça c'est en fait c'est des petites connexions entre les différents éléments de batterie, tu vois. Et en fait, donc c'est un contrôle de chute de tension, c'est un peu spécifique, mais en fait là tu dois pas dépasser un certain seuil qui est de 0,10 0,1 volt. Donc là on est bon, ça veut dire que tu as une super continuité en gros là, si tu es proche de 0 comme ça. OK. Donc voilà, ça tu peux faire un petit diagnostic, tu vois, sur ça. Donc là, après, dans d'autres calculateurs, tu vois, on peut se balader un petit peu. Donc là, tu vois, je suis à 14 volts. Et donc, ça veut dire que ton convertisseur DC-DC, il fonctionne hein, puisqu'il charge en fait la batterie. Et donc, voilà, après, bon, t'as à peu près toutes les autres choses, mais pompe à eau, tu vois, électrique. Donc, tout ce qui est, voilà, tension à peu près classique, quoi. La résistance d'isolement, en fait, ça, c'est ton fil. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un fil PP et CP, là. En fait, sur les gros câbles orange qui circulent sur le véhicule, tu as toujours un fil c'est une ligne de vie, en fait, hein, qui va contrôler, en fait, que ton isolement, il soit correct. Hein, parce que imagine, tu aurais un court-circuit, encore une fois, sur une batterie de 400 volts. Ben, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. Hein, donc, ça prend feu, etc. C'est super dangereux. Donc là, en fait, si jamais il y a un problème, tout de suite, ça vient s'arrêter. Donc, tu vois, là, j'ai une résistance. Alors, t'es jamais en résistance infinie, mais ça veut dire que j'ai 1 million de ohms entre les deux fils, en fait. Donc, tu vois, t'es bon, quoi. Pareil, dans les tests actifs, hein, tu peux demander un peu des choses, tu vois, les pompes à eau, forcément électriques, ou motoventilateur, le préchauffage, alors c'est pas pour préchauffer le véhicule, mais c'est en fait quelque chose qui va t'aider à chauffer. Justement, tout à l'heure, je t'ai dit, soit c'est une pompe à chaleur, soit t'as justement un système de chauffe. Donc ça, c'est tout simplement une grosse résistance hein, qui peut être activable, tu vois. Voilà, dans un autre calculateur, tu vois, j'ai toujours température. En fait, la gestion de la température est très importante, hein, tu vois, 20 degrés, voilà, donc on a des capteurs de température partout qui vont mesurer, savoir s'il y a besoin d'être refroidi ou réchauffé, enfin, pour la régulation, hein, tu vois, donc tout ce qui est température, donc tu as stator, rotor, etc., hein, seuil d'usure de la machine, voilà, tu as tout ce qu'il faut en fait au niveau des températures, justement pour une super gestion. Donc là, pareil, je suis sur le module de charge. Alors là, le véhicule, je l'ai pas mis en charge, hein, mais tu vois, tu as un verrouillage, tu sais, qui se fait là. Donc voilà, voir si ça marche. Type de charge, ils vont te dire là si tu es en alternatif et la puissance en fait de à laquelle tu charges. Et donc voilà, tu as toutes les informations. Encore une fois, attention du pilote de contrôle. Donc ça, c'est le fameux CP, tu vois, courant en phase 2, etc. Tu as toutes les tensions si jamais tu as un défaut de charge sur le véhicule. Donc là, avant de consigner, on va s'assurer que tout le tableau de bord, en fait, il soit bien éteint. Donc là, il y a une procédure un peu spécifique. On va donc ouvrir les portes. Donc les deux portes, hop, doivent être ouvertes pour que ça marche. Tac, donc là, j'ai retiré ma carte, c'est normal. Je vais couper le contact, tout truc tout bête, mais de la ventile. Donc il faut bien qu'elle soit coupée, tu vois. En fait, là, il faut surtout pas qu'il y ait un élément qui vienne donc se réveiller, tu vois, hein, parce que tu ouvres une porte, tu mets la clim, tu mets le truc et tout, ben en fait ça vient réveiller et là pendant que c'est consigné, ça peut après te mettre des défauts. Donc là tu vas avoir un mode en fait où alors en filmant ça va être galère. Il va falloir appuyer simultanément ici sur les deux plus sur le bouton ici. Ça c'est spécifique à la Zoé, tu vois. Voilà, tu vois, donc j'ai appuyé pendant 3 secondes là ici sur ce bouton là plus les deux du Komodo et là en fait t'as ça qui se met. Donc là c'est un mode un peu maintenance. Et maintenant, pour endormir en fait le système complètement, donc j'enlève ma carte, tu vois, j'ai enlevé la carte. Et là, je vais maintenir appuyé tac, ici sur le bouton, hein, même si ça fait ça, c'est normal, à environ 10 secondes.
Voilà, tac, voilà. Et là, tu vois, ça a coupé là. Tout est coupé. Tout le 12 volts en fait est coupé. Maintenant, il faut attendre 5 minutes. Et ensuite, on va enlever le plug, donc qui se trouve sous la moquette. Donc là, on va consigner le véhicule, tu vois, il va nous falloir de la protection. Et donc, du coup, il faut des gants comme ça, isolants, avec des surgants, une visière et donc tenue de travail obligatoire. Et donc ça, c'est vraiment la base pour éviter vraiment l'électrocution, parce que là, tu n'as pas de deuxième chance. Et si jamais tu prends une châtaigne à 400 volts, c'est terminé. Sur courant continu en tous les cas. Ensuite, il va me falloir des outils, tu vois, des oranges comme ça, ils sont isolés. Ils sont isolés du courant. Donc, je vais prendre, il me faut du 8 et un tournevis plat. Donc là, on va s'équiper. Donc là, je reprends. Tu vois, je m'assure que mon tableau de bord, il soit bien éteint. J'ai toujours mes portes ouvertes et tout. Donc tout est en veille sur le véhicule. Donc là, je vais enlever en fait la trappe. Et ici, tu as une espèce de deuxième trappe. Donc là, avec mon tournevis, bon là, il n'y a pas de tension, mais bon, je te raconte pas pour filmer et descendre, desserrer avec les gants. Donc là, j'avais un peu préparé, tu vois, la vidéo. Mais... Donc là, je vais, tac, desserrer ça. Et je vais enlever en fait cette trappe isolante, tu vois, du système. Et là, on se retrouve en fait avec le plug qui va servir à consigner et déconsigner donc le véhicule. Donc là, tu vois ici là, je vais lever, je vais déverrouiller. Donc là, c'est vraiment important d'avoir les EPI parce que on sait jamais. Là, tac, tu vois, je tire ça, voilà, et je récupère. C'est une espèce de voilà, ça fait juste une connexion. Et là, tu as vraiment la batterie qui arrive ici avec la haute tension, quoi. Et donc voilà, ça je le récupère, je le mets dans un endroit sûr. Et si tu passes ton habitation, il faut que ça soit fermé à clé avec un cadenas, etc. Dans tous les cas, moi je le mets comme je suis seul, je le mets voilà, dans un endroit sûr où personne peut venir le mettre et le reverrouiller pendant que je travaille sur le véhicule. Chose faite, maintenant il faut que je contrôle en fait une absence de tension, tu vois. Donc là maintenant je vais dévisser les vis ici là sur cette trappe et je vais venir contrôler, il y a deux espèces de maxi fusibles, je vais venir contrôler qu'il n'y ait plus de tension en fait ici avant d'intervenir, parce que tu peux avoir un défaut, imagine sur ta prise ou autre, qui ferait qu'il reste quand même un peu de tension résiduelle et ça c'est super dangereux. Donc c'est toujours ce qu'on appelle une VAT, je vais contrôler que j'ai plus de tension. Donc là c'est parti avec mes gants, ma visière et tout ce qu'il faut. On y va pour le dépose. Donc j'ai pris ma petite clé 8, alors là c'est galère mais tac. Tu viens retirer du coup tes vis. Voilà donc la dernière vis. Hop. Il y a un peu cette lunette. C'est pour te montrer que j'ai bien les EPI. Et oui, j'ai défait toutes les vis avec les gants. Donc tu prends ton temps en fait, c'est ça qui est galère. Tu prends ton temps, voilà, tu la récupères bien dans la main. Et après, tac, tu fais ça. Donc là, je vais lever maintenant le couvercle de protection. Voilà, donc là, tac, je vais retirer le cache. Voilà. Tu vois là, donc là, je vais contrôler au niveau de mes maxi fusibles, en fait, l'absence de tension. Hop, donc là, bon, je m'excuse, tu vois pas grand chose, mais c'est un peu compliqué de te montrer ça là-bas. Donc là, voilà, tu vois, j'ai un contrôleur de courant. Et en fait, si ça s'allume ici, si ça s'allume, c'est que j'ai de la tension résiduelle, tu vois. Et donc ça, c'est important. Je vais venir donc piquer, tu vois, sur les deux à chaque fois derrière là, voir s'il y a de la tension résiduelle dedans. Donc je sais pas si ça y est, mais tu vois, imaginons elle serait connectée là, j'aurais 400 volts qui s'allument, quoi, tu vois. Donc si tu as quelque chose qui s'allume, t'es pas bien calme. Donc là, je vais contrôler ma tension résiduelle, qu'elle soit bien à zéro, et je vais faire un isolement aussi à la masse sur le côté là-bas. Donc il y a un point de masse et en fait je vais isoler mes 4 broches, voir s'il n'y a pas un court-circuit entre elles, quoi. Donc tu vois, premier test, tac, j'envoie, je contrôle. Donc là tu vois, je suis bon. Là-bas derrière, idem. Et après, hop, je me mets sur ma masse et je fais mes 4 fils et je vois si ça s'allume. Donc là je pense que tu vois pas grand chose, mais voilà, donc tu vois, je me suis mis, attends, je vais me montrer sur la dos. Donc là en fait, ouais, ils te disent tu te mets 17-18. Donc là tu vois si ça s'allume. 19-20. Ok, et après tu te mets au 16 à la masse et tu viens contrôler tes 4 en fait si tout le monde est isolé. Ok, quand tu as fait ça, ça te garantit que ton véhicule est en sécurité et que tu n'as plus aucune tension résiduelle en fait dans le véhicule, parce que même si c'est une tension résiduelle que de 230 volts ou même de 127 volts, à partir de 60 volts en continu, il faut être habilité. Donc c'est super dangereux, quoi. Donc il faut vraiment pas rigoler avec ça.
Alors là, je vais reposer, tu vois, ma plaque. Là, donc, on va imaginer qu'on a fait l'intervention sur le véhicule. Maintenant, on va donc déconsigner le véhicule. Donc là, tac, je remets ma petite plaque. Tac. Je fais gaffe à mon joint d'étanchéité, tu vois. Et après, bah, c'est galère hein, avec les gants, encore une fois, mais bon, bah, il faut y aller doucement. Tu prends vis par vis. Et donc, on repointe toutes les vis et c'est parti. Voilà, donc là, j'ai fini mes vis, tu vois. Hop, je viens de serrer, tac, les dernières. Et là, on est nickel. On va remettre le plug donc à l'intérieur. Donc là, on se retrouve dans la voiture. Je vais remettre, tac, gros fusible, clac, voilà. Donc là, je vais remonter la plaque. Et maintenant, on va refaire la procédure inverse, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait, tu vois, chemin inverse. Hein, donc avec les deux boutons, l'appui. Donc là, j'ai tout redéverrouillé et tout marche bien. Tu testes après tout si tu as la radio, etc. Hein, pour pas faire n'importe quoi. Mais en tous les cas, voilà, procédure terminée. Donc ça vaut pas ce que je t'ai montré une consignation de véhicule. Je t'invite sincèrement à te faire former, etc. Mais c'est juste pour te montrer une idée, hein, en tous les cas, de ce qu'il faut faire voilà, pour travailler sur un véhicule. En tous les cas, le mettre en sécurité pour pouvoir intervenir correctement. Voilà, ben c'est tout pour ce tuto. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté des choses, qu'elle t'a permis donc de comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Si ça t'a plu, ben, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo, et puis on se retrouve plus tard dans notre vidéo. Allez, salut!